Bonjour à tous, bienvenue si t'es nouveau. Si tu me suis déjà depuis un moment, bah merci à toi aussi. N'hésitez pas surtout à vous abonner, je vous ai beaucoup à regarder les vidéos et ne pas être abonné. Et à laisser un like si la vidéo vous plaît. Dans cette vidéo, je vais continuer le remontage. Malheureusement, j'ai pas pu faire de test sur route à cause des intempéries, mais ça viendra très vite. Pour finir l'installation de mon poste de conduite, je voudrais installer cette pièce qui va avec celle-ci. Donc en fait, ça c'est un robinet de pression de turbo. Donc bien sûr, il y en a qui vont me dire que c'est déconseillé, qu'il faut pas le faire. Pour ceux qui connaissent pas, ça sert à régler, à créer une fuite supplémentaire dans le turbo. Ça se branche avec ça, et je vais vous montrer au niveau du turbo comment ça se branche. Donc là je suis sur un moteur 2 litres 4 turbo diesel qui vient d'une Volvo. C'est sensiblement pareil, c'est pas forcément formé dans le même sens, mais le principe reste le même. Donc le turbo c'est ça, comme vous connaissez. Les gaz d'échappement font tourner une hélice, qui font tourner une hélice dans le corps chaud, qui font tourner avec un petit axe au milieu une hélice dans le corps froid, qu'on voit ici à l'intérieur, que je fais tourner. Cette hélice crée une pression, donc plus il y a des gaz d'échappement qui sortent, plus l'hélice tourne vite, et plus ça crée une pression dans le turbo, qui charge après dans les durites de suralimentation. En parallèle, la pression qui est créée dans les durites de suralimentation sont aussi transmises dans cette petite durite, qui vont dans cette pièce, j'ai perdu le nom. À l'intérieur de cette pièce, il y a un ressort qui est taré, et à une certaine pression, le ressort va se pousser. Il va tirer une tige qui est derrière, on la voit pas trop bien, qui est ici. Et cette tige va ouvrir un clapet dans le corps chaud, qui est entre le collecteur et l'échappement. Ce clapet va réduire les gaz d'échappement qui vont dans l'hélice, et donc réduire la vitesse et réduire la pression là-dedans. Donc cette pièce s'appelle une Westgate, j'avais oublié le nom. L'intérêt d'augmenter la pression dans le circuit de suralimentation, c'est d'augmenter la puissance. Je parlerai des inconvénients aussi après. Pour augmenter la pression, donc en fait le turbo peut charger plus. Alors je ne connais pas la capacité de celui-ci ou de celui qui est dans le moteur de mon LT, mais la pression qui est d'origine réglée n'est pas celle maximum du turbo. En général, il y a une petite marge. Pour augmenter la pression, on peut par exemple changer le ressort dans certaines Westgate. Donc là c'est une Westgate d'origine, je ne pense pas que ça existe des ressorts plus durs. Sinon, la tige qui est derrière, qui transmet le mouvement de cette capsule jusqu'au clapet, c'est une petite tige filetée, donc on peut l'agrandir pour retarder l'ouverture du clapet. Et la dernière solution, celle que moi j'ai opté, c'est de mettre un robinet de pression de turbo. Donc sur le robinet de pression de turbo, il y a un T. Le T, admettons, je coupe la durite ici, je mets le T ici. Le T qu'on retrouve ici. Du coup, la durite que j'ai coupée, je la branche de ce côté et de ce côté. Et sur la troisième sortie, j'envoie une durite qui va jusqu'à ici. On voit écrit T-PIS. Ensuite, ici, il y a une autre sortie. C'est la durite qui va faire évacuer l'air en trop, la fuite. Donc cette durite, en général, on la renvoie à l'extérieur de l'habitacle pour éviter que l'air sorte dans l'habitacle. Pourquoi moi je choisis d'installer cette pièce alors que je pourrais tout simplement allonger la tige filetée entre la valve et le clapet? Parce qu'en fait, avec cette solution, c'est possible d'annuler tous les effets juste en tournant cette molette. Donc en fait, cette molette, c'est le robinet. Là, dans ce sens, elle est entièrement fermée. On peut voir ici, boost moins et plus. Donc ici, elle est entièrement fermée. Si je montais dans cet état-là, ça agirait comme s'il n'y avait pas de système. Et après, il y a des petits crans. Il y a des crans, on peut tourner. Plus on tourne, plus ça ouvre. Plus ça ouvre entre les deux. Et plus ça crée une fuite importante. Cette fuite va faire que le ressort dans la capsule va se déclencher plus tard. Et donc, j'aurai une pression plus importante. Pour moi, l'avantage de ce système, c'est que moi, je vais le mettre dans mon tableau de bord, au-dessus des manos. Et l'avantage, c'est de pouvoir le laisser fermer, on va dire, avec une pression d'origine la plupart du temps. Et puis, dans certains cas, peut-être quand je serai un peu plus chargé ou quand je serai dans une côte où c'est que ça grimpe un peu plus, éventuellement rajouter un peu de pression. C'est très conseillé d'avoir un manot de pression de turbo avec, c'est pour ça que j'en ai installé un aussi, pour pouvoir gérer la pression. Parce qu'en fait, c'est pas le tout d'avoir plus de pression, au bout d'un moment le moteur ne va plus supporter, il y a des pièces qui risquent de casser. Donc en fait il faut avoir un manomètre pour pouvoir gérer cette pression sans non plus exagérer du robinet. Voilà, on se trouve sous mon dépannage, j'ai installé le T.
Donc comme on peut voir, il est ici. J'ai ma durite qui sort du turbo, qui va dans la capsule qui est là derrière, on la voit pas trop, c'est pour ça que je vous ai montré sur un autre moteur tout à l'heure. Et là j'ai ma durite qui monte, donc je l'ai fait passer, je l'ai attaché comme il faut. Ça arrive par là-bas dans l'habitacle, je vais pouvoir remonter tout ce qui est boîte à gants et le dessous. J'ai fait passer les durites à l'intérieur. Et voilà, mon bouton, je l'ai installé ici. Donc là, il est complètement fermé. Et après, si je veux essayer de mettre un petit peu plus de pression dans le turbo, ben, je pourrais l'ouvrir petit à petit. Et en même temps, je pourrais avoir la pression qui augmente au mano, sans vouloir en faire trop. Alors après, je sais que ça va faire des débats peut-être un petit peu. Moi, j'ai choisi de mettre ce système parce que je voulais essayer sur ce moteur. Mais si vous voulez faire pareil, je vous conseille de faire très attention à ne pas faire de bêtises. Si jamais la durite se détache au niveau du turbo, le turbo n'aura plus de limite et il va à haut régime, il va souffler trop fort et ça peut risquer de casser votre moteur. Donc il faut faire très attention avec ça. Ensuite, il y en a qui vont aussi me parler de réglage de richesse. J'ai pas envie de rentrer dans cette discussion pour le moment parce que c'est en dehors de la dépanneuse. Là, je vous ai montré ça parce que c'est ce que j'installe sur la mienne. Et puis comme ça, je pourrais vous en reparler un peu plus tard lorsque je ferai des essais. J'ai acheté des petites LED comme ça, c'est pour remplacer les ampoules qu'il y a par exemple à l'intérieur du compteur et puis dans certains interrupteurs. Sur mon tableau de bord, j'en ai du coup dans le compteur là. En fait, c'est des ampoules qui sont classiques d'origine, qui sont blanches et dessus il y a des capuchons verts qui font cette lumière verte là. Vu que j'ai mis les petits compteurs là-bas qui sont avec un rétroéclairage blanc, j'aimerais bien essayer d'avoir un peu le même rendu sur les compteurs d'origine. Et puis peut-être un meilleur éclairage parce que la luminosité n'est pas du tout la même. Et en plus de ça, normalement, ce bouton, il s'éclaire. Je pense que l'ampoule doit s'éclairer normalement. Il y a un porte-ampoule derrière avec une ampoule. Il faut que je vérifie ça. Et normalement, j'ai aussi toute la partie tout ce qui est blanc là sur le bloc, sur le réglage de la ventilation. Et en bas aussi qui s'éclaire. Donc il n'y a qu'une seule ampoule qui reflète jusqu'en haut. Et celle-ci ne fonctionne pas non plus. Donc je vais essayer de regarder tout ça, voir si j'arrive à réparer. Et je vous montre une fois que c'est fait. Dans un premier temps, j'ai enlevé les caches verts. Donc j'ai dû tout redémonter le compteur. Et pour le moment, bah, ça donne ça. Donc ça s'éclaire assez jaune, sachant que c'est des ampoules classiques. Derrière le compteur, il y a des ampoules de ce style, en fait des porte-ampoules avec des ampoules. En fait, dans ce cas-là, les ampoules sont soudées carrément à l'intérieur, il y a des fils qui sortent, donc en fait le porte-ampoule et l'ampoule ne sont pas... on ne peut pas les séparer en fait. Donc moi j'ai mes ampoules LED, tout va bien jusque là, malheureusement je ne peux pas les mettre dans ces porte-ampoules. Donc j'ai commandé de nouveaux porte-ampoules en espérant que ça fonctionne, et comme ça je pourrai enfin changer l'éclairage de mon compteur. Voilà le rendu presque final de mon tableau de bord. Donc là je l'ai fixé, au moins il est en place, tout est branché derrière, le câble de compteur, la tirette pour la surcharge de pompe injection, tous les manos, les warnings, il y a tout qui fonctionne. Et puis j'ai réparé aussi les lampes que je disais, donc la lumière pour cet interrupteur et la lumière pour le bloc chauffage. J'ai aussi câblé des prises pour le poste. Donc quand je mets le contact, on va voir ce que ça donne. Là on peut voir que cette lumière est tout le temps allumée avec le contact. Normalement le poste doit s'allumer, voilà. Comme. Alors c'est un poste qui est un peu récent. Je l'ai choisi pour plusieurs raisons. On va dire déjà parce qu'il y a le Bluetooth. Alors il faudra encore que j'ai des enceintes pour pouvoir mettre le son, mais il y a le Bluetooth pour le téléphone. Et aussi j'ai une caméra de recul. Donc je vais vous montrer ça. Donc là j'ai fait des branchements provisoires. Et si je simule une marche arrière, voilà ce que ça donne. Donc voilà, là j'ai simulé une marche arrière. La caméra est juste là. Et là par exemple on peut voir sous le plancher qui fait assez sombre. Encore c'est éclairci un peu avec le téléphone. Et si je filme dessous, voilà ce que ça donne. Donc avec la lumière ça éclaire bien. Donc là je l'ai mis à l'envers, voilà, là je la mets à l'endroit. On voit que ça éclaire bien. Bon il y a un petit temps de latence, c'est une caméra de recul, il n'y a pas besoin que ça soit bien précis. Les avantages qu'il y a, c'est qu'il y a une bonne lumière. En fait je pense la positionner juste derrière l'attelage pour pouvoir atteler plus facilement. Et puis avec l'angle de vue que j'aurai derrière, j'espère aussi m'en servir un petit peu
éventuellement lorsque j'aurai une voiture chargée, pour me garer au plus près d'un trottoir, pour éviter de rentrer dans un poteau. Ça peut toujours être pratique. Pour le reste du tableau de bord, donc on peut voir cette lumière qui fonctionne quand il y a le contact. Et ensuite, j'ai branché toutes les lumières sur les phares. Et on voit ici que le bloc chauffage s'allume maintenant. Donc j'ai ressoudé une LED sur le porte-ampoule d'origine, parce que l'ampoule ne fonctionnait plus. Et puis là, on peut voir qu'il y a un trou aussi, donc il va falloir que je trouve un ou peut-être deux mêmes interrupteurs pour pouvoir brancher mes feux de travail que je mettrai plus tard à l'arrière. J'ai remonté les plastiques de tableau de bord qui manquaient, donc les rangements sur le dessous, avec la petite porte pour mettre le liquide de lave-glace, la boîte à gants, l'intérieur de la boîte à gants, comme on peut voir là. On peut voir aussi que c'est pas très propre, j'ai nettoyé, je sais pas pourquoi ça fait blanc comme ça. De toute façon, j'achèterai un produit pour le nettoyage plastique et puis je referai tout une fois que ça sera tout terminé. On peut voir aussi que j'ai remonté le cache qui va sous le volant. La même chose vu de l'autre côté. Et puis aussi on peut voir le cache pour les fusibles. Pareil qu'il faudra que je renettoie comme il faut. Maintenant, je vais profiter que les roues soient en l'air pour régler mon volant. Vu que j'ai tout démonté, pour régler le volant, je veux régler d'abord le boîtier de direction. Les butées droite et gauche, que je puisse tourner autant à gauche qu'à droite. Je mettrai le volant au centre du boîtier et ensuite je réglerai par rapport aux roues. Donc c'est parti. Je vais d'abord tout à gauche. 1. Donc 1 et on va dire 3 quarts, un peu plus de 3 quarts d'un côté. Un tour et un peu plus de 3 quarts d'un côté. Et de l'autre côté, 1. Ok, donc c'est un petit peu plus à droite qu'à gauche. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sortir le volant. Je vais le redécaler à peu près comme ça. Donc là, je sais que je suis à peu près en diagonale comme ça. Donc ça fait un tour et un peu plus que 3 quarts. Donc je retourne dans l'autre sens. Là, je suis au centre, admettons. Un tour et parfait. Voilà, comme on peut voir, ça arrive à peu près aux 3 quarts. Je refais des essais et puis je vérifie tout ça, j'ajuste tout ça et après je vous montre pour les roues. Voilà, j'ai tout revérifié, le volant est droit, j'ai remonté le klaxon au milieu. Et puis maintenant on va regarder pour le côté des roues. Ensuite, sous la dépanneuse, entre les roues on voit cette barre. Comme je l'ai déjà expliqué et réglé dans une autre vidéo, c'est la liaison entre la roue avant gauche et la roue avant droite pour régler le parallélisme entre les deux roues. Et ensuite, de l'autre côté, à ce niveau-là, à l'avant, on voit une barre qui traverse ici, là. Et du coup, cette barre relie la roue avant gauche jusqu'au boîtier de direction. Et en réglant cette rotule qu'on voit en plein milieu, et ben ça règle le parallélisme entre le volant, l'alignement, si on préfère, entre le volant et la roue avant gauche. Donc, je vais essayer d'aligner les roues avant aux roues arrière. Donc normalement il faut une petite géométrie. Moi je vais utiliser un laser de bâtiment. Et puis je vais allonger ou rétrécir la barre de direction pour pouvoir régler le parallélisme. Donc voilà ma façon de faire. Bien sûr c'est pas la façon officielle. Moi je fais avec ce que j'ai. Et puis après par la suite j'aviserai pour faire des réglages plus fins. Donc je pose un laser qui tourne comme ça parce que j'en ai un chez moi. Ensuite, je le pose de manière à ce qu'il soit le plus parallèle possible des roues arrière. Ensuite, je vais mesurer à l'arrière avec un mètre à l'avant de la jante, la distance entre l'avant de la jante et le laser. Bon, je vais vous montrer, c'est plus simple. Maintenant que le laser tourne là-bas, je me mets à l'arrière de la jante. Je vois à peu près où c'est que le laser tourne. Donc là, je sais que c'est 115. Ensuite, je me mets à l'avant de la roue. 115 aussi. Donc là, bien sûr, je ne suis pas arrivé du premier coup. À chaque fois, j'essaye de me rapprocher un petit peu plus en décalant plus ou moins le laser. Une fois qu'à l'arrière, j'ai des deux valeurs à peu près semblables, à un peu moins d'1 millimètre. Là, mon volant, il est droit. Et ensuite, je regarde par rapport à la roue avant. Donc là, à l'avant, j'ai 69. Et à l'arrière de la roue, 75. Donc là, 6 mm, c'est beaucoup. Donc ça veut dire que la roue, elle est ferme, elle est comme si je tournais à droite.
Donc il faut que je tourne la roue pour que ça corresponde et qu'elle soit alignée à celle de l'arrière. Alors quand il y a des véhicules où c'est qu'il y a du pincement dessus, c'est pas la même chose qu'il faut faire. Bon là je le fais grossièrement, c'est pour pouvoir rouler. Et puis après je ferai les réglages plus précisément. Le volant est droit. À l'arrière de la roue, j'ai le laser qui passe entre 71 et 73. Et à l'avant de la roue à peu près pareil, 71, 72 jusqu'à 73. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais mettre le laser de l'autre côté de la dépanneuse, vérifier si ça correspond. Et puis après j'aurai plus qu'à tout serrer. C'est bon, j'ai vérifié l'autre côté, c'est pareil, c'est nickel. Du coup j'ai bien serré cette vis là, pour bloquer la rotation de la rotule par rapport à la barre. Et j'ai serré cet écrou, donc 35 Nm minimum, et sinon un peu plus jusqu'à pouvoir mettre la goupille de sécurité. Donc voilà, ça sera bon pour la direction. J'ai enfin reçu l'embrayage neuf, que je devais recevoir samedi normalement, et là on est mardi. Donc merci Mister Auto pour leur préparation prioritaire de la merde. Avec l'embrayage, donc j'ai vérifié, c'est bien, ça correspond bien. C'est vrai que la garniture était un peu usée quand même avant. J'ai vérifié l'épaisseur, bon il n'y a pas une grosse différence, mais il y en a une. Et puis en plus j'aurai une butée neuve aussi. Donc je vais installer la butée, j'installe l'embrayage, je vous montre tout ça une fois que c'est mis sur la boîte. Voilà, la nouvelle butée est installée sur la fourchette. J'étais peut-être un peu optimiste sur l'ancienne butée, elle fait un peu de bruit quand même. Bon, dans tous les cas maintenant c'est neuf comme beaucoup d'autres choses, donc je pense être tranquille pour un moment. Voilà, j'ai monté le mécanisme d'embrayage. J'ai serré toutes les vis autour. Alors moi je serre avec un petit cliquet, un quart de pouce, ça suffit largement, il n'y a pas besoin de serrer trop fort. J'ai centré l'embrayage. Là j'ai un centreur universel. Maintenant je vais remonter la boîte, vous avez déjà vu le démontage donc c'est pareil dans l'autre sens. Et puis on se retrouve juste après pour voir s'il y a toujours le souci ou pas. Voilà, la boîte est retournée à sa place. J'ai remis aucun accessoire encore. Je vais faire un essai en mettant une vitesse, donc là je crois qu'il y en a déjà une enclenchée. Et je vais essayer de faire tourner avec une pince multiprise la sortie à l'arrière pour voir si ça rip ou si ça entraîne le moteur. Et voilà. Donc il y a un peu de jeu, c'est normal, c'est le jeu de la pignonnerie. Mais en tout cas ça tourne plus. Sachant que j'avais fait le même test avant, je ne l'ai pas filmé malheureusement. Mais j'arrivais ça faisait des crans comme ça et j'arrivais à tourner la pince alors qu'une vitesse était enclenchée. Et c'était pas le moteur qui tournait, ça tournait entre. Donc ça devait être l'embrayage qui était cassé. Donc ça a l'air résolu. Maintenant je vais remonter tous les accessoires. Et voilà, j'ai tout remonté. Donc le câble d'embrayage, le câble de compteur, le sélecteur de vitesse, l'arbre de transmission, le câble de masse aussi qui va jusque de la boîte au châssis. Et de l'autre côté le support pour l'échappement. J'ai aussi rempli la boîte d'huile. Et puis maintenant, il faut que je redescende la dépanneuse des chandelles. Je vais vous mettre sur le trépied, je vous montre tout ça. Ensuite j'essaye de démarrer et on essaye de voir si ça avance. Comme vous avez pu voir, ça marche super bien, donc je suis bien content. Je vais pouvoir passer à autre chose. Je voulais aussi vous montrer un petit peu la direction assistée pour ceux qui sont dans les LT.
Donc ça fait bien plaisir, la direction assistée, c'est bien pratique. Surtout que ça fait bien les bras normalement à l'arrêt, comme ça se tourne pas à une main. Deux mains, je vais m'occuper de monter le pare-brise. Mais pour vous, c'est tout de suite. Bon, c'est parti, aujourd'hui on met le pare-brise. Donc celui-là, il n'est pas cassé. On va le mettre sur les tréteaux, installer le joint autour, et puis après on pourra l'installer sur la dépanneuse. Pour le joint, je l'ai acheté sans connaître la marque. Donc c'est un Top Run, j'espère que ça sera pas trop de la merde. On va voir. Je vais l'installer autour du pare-brise. Et après, on monte sur la carrosserie. Là, j'ai commencé à mettre le joint. Donc comme on peut voir, il y a une rainure de ce côté du joint et je dois mettre la vitre à l'intérieur. Donc c'est vraiment raide, c'est pas évident. Sachant que après le joint a un sens. Donc là c'est l'endroit où il y a la vitre. Et là c'est l'extérieur qui vient se poser sur la carrosserie. Voilà, le joint est mis tout le tour. C'était une bonne grosse galère, ça m'a bien fait mal aux avant-bras. Maintenant je vais retourner le pare-brise, là c'est la partie extérieure, je vais le retourner. Et on va mettre de la ficelle comme ça dans la rainure du joint où vient se placer la tôle de carrosserie. Et puis je vous explique un peu mieux après. Le pare-brise est retourné, j'ai commencé à mettre la ficelle. Donc là je fais dépasser un bon morceau. Je commence à peu près à la moitié, un peu plus de la moitié en bas du pare-brise. Je fais passer la ficelle à l'intérieur avec un tournevis. Je vais faire tout le tour. Ensuite je reviens là, je refais un doublage ici un petit peu plus loin pour que ça se croise. Je refais descendre et puis après on l'installe sur la carrosserie. Voilà, la ficelle part d'ici, fait tout le tour, revient, recroise ici, elle ressort. Maintenant, je vais poser le pare-brise à sa place, faire passer la ficelle derrière. Et après, je tirerai la ficelle tout doucement pour que le joint passe par-dessus ce morceau de tôle, tout le tour. Le pare-brise est installé sur la carrosserie. Donc là, on est au niveau du centre du tableau de bord. Cette ficelle, c'est celle qui était de ce côté. J'ai commencé à la tirer. On peut voir que le joint commence à passer à l'intérieur. Donc il y a quelqu'un qui m'aide pour tenir le joint derrière, pour pas que le pare-brise ressorte. Et moi, tout doucement, je vais tirer cette ficelle et ça va tirer le joint tout le tour. Je vous montre une fois que c'est terminé. Voilà, le pare-brise est monté. Bon, il est un peu sale, je vous le montre, je viens juste de finir. Alors il y a quelques défauts. Et pour tout vous dire, il va falloir que je le refasse plus tard. Donc je vais d'abord vous montrer les premiers petits défauts. Je me demande s'il n'est pas un peu trop décalé d'un côté. Là ça fait un peu le creux. Et de l'autre côté, il s'est bien mis, même presque un peu trop là. Bon, ça va bien pour le moment. Ensuite, deuxième défaut, j'avais pas fait attention en mettant le joint. Là la liaison, elle est un peu trop sur la gauche. Idéalement, il faudrait qu'elle soit au milieu, au centre. Bon, si avec ça, ça aurait très bien fait. Et ensuite, le plus gros défaut, c'est à l'intérieur. En finissant de tirer la ficelle vers le haut, ça forçait de plus en plus. Donc tout allait bien sur le petit côté, en bas, sur le grand côté. Et puis après, ici, quand je suis arrivé là, ça commençait à forcer. Et la ficelle m'a carrément coupé le joint. Comme on peut voir, sur à peu près 10 cm. Et il y a à peu près 20 cm en plus qui sont déformés, qui ont chauffé, je sais pas. Bon, faites pas attention, le ciel de toit est sale, mais je vais le nettoyer. Il n'y a pas vraiment de solution. La seule solution, ça va être de racheter un joint et de redéposer le pare-brise et de le remettre. Je vous avoue que pour le moment, j'ai pas trop envie de le faire tout de suite, donc ça sera fait dans les semaines, voire les mois à venir. Pour le moment, le pare-brise, il tient bien en place. Et voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Malheureusement, j'ai pas pu faire de test routier encore à cause de la neige. Il me restera aussi à purger comme il faut les freins et à remonter l'échappement pour pouvoir faire un test un peu plus correct. Et puis je vous montrerai ça la prochaine fois. Je vais pas tarder à attaquer la Corrado verte aussi. Et puis je vous montrerai bientôt la deuxième voiture que j'ai achetée aussi avec. En attendant, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!